Bonjour à chacun et à tous. Bienvenue chers ingénieurs, chers techniciens. Merci de nous rejoindre sur cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons procéder au dimensionnement d'une installation solaire photovoltaïque en utilisant le logiciel PV-SYST que vous voyez là. Précisément, nous allons utiliser la version 6.8. PV-SYST est un logiciel qui est utilisé dans le domaine du solaire photovoltaïque pour faire des dimensionnements très précis. Le logiciel prend en compte en effet beaucoup de paramètres, voilà, les différentes pêtes qu'on peut avoir. Ça peut prendre en compte les ombres, voilà. C'est un logiciel qui nous permet de voir la rentabilité de notre projet, de faire les évaluations économiques et beaucoup de choses, voilà. Ça s'inscrit aussi dans le cadre du pompage solaire pour nous permettre de faire un dimensionnement. Bref, c'est un logiciel plus ou moins complet et qui est vraiment important et qui est surtout très utilisé dans le domaine du solaire photovoltaïque. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Énergie et Développement, je vous invite à bien le faire et surtout activer la cloche de notification pour être notifié, voilà, à chaque fois que de nouvelles vidéos seront mises en ligne. Donc, pour l'utilisation de ce logiciel, nous allons prendre la consommation d'un restaurant pour lequel nous allons proposer un système solaire, bien sûr avec le logiciel PV-SYST. Donc, rapidement, nous allons faire une présentation du logiciel avant de commencer. Voici l'interface du logiciel. Vous avez principalement 4 sessions. La session de prédimensionnement, la session de la conception du projet, la session de la base de données et la session des outils. Quand nous prenons la session de prédimensionnement, ça permet en effet d'évaluer rapidement le potentiel énergétique, voilà, qu'on peut avoir sur un site, voilà. Si je suppose par exemple que vous avez un client pour lequel vous voulez faire une installation solaire photovoltaïque, avec le prédimensionnement, vous pouvez déjà lui dire avec tel nombre de panneaux, voilà l'énergie que tu peux produire. Et conformément à ton site, là où tu veux implanter ton panneau, voilà de manière annuelle ou bien de manière mensuelle l'énergie qu'on a de disponible. Donc, voilà un peu ce que nous mettons dans prédimensionnement. Quand nous prenons la conception du projet, elle prend en compte beaucoup d'aspects. C'est beaucoup plus général, contrairement au prédimensionnement. Ici, on aura fait le choix des différents équipements qui entrent dans notre projet, c'est-à-dire les batteries, l'onduleur, voilà, les câbles et tout. Donc ici, c'est une étude beaucoup plus détaillée pour faire les différents choix qui s'imposent. Vous avez ensuite la session de la base de données. Nous sommes dans solaire et quand il parle de solaire, parle d'irradiation. C'est ici que les différentes valeurs d'irradiation sont stockées, voilà, selon le mois, voilà, selon l'année et tout ce qui accompagne. Et finalement, la session des outils. Cette session renferme au fait différents graphes qui simulent ou qui montrent les comportements des différents panneaux en présence conformément à l'irradiation, voilà, conformément à la tension et tout. Dans notre cas, nous voulons faire une étude détaillée qui va aboutir au choix des différents équipements que nous allons installer. Donc, nous cliquons sur conception du projet. Voilà. Quand nous cliquons sur conception du projet, 4 systèmes nous sont générés, couplés au réseau, isolés avec batterie, pompage et réseau CC. Couplés au réseau, comme vous pouvez déjà le deviner, je suppose un instant que vous avez votre installation, voilà, et que vous produisez de l'énergie et vous voulez vendre le surplus à une compagnie. Là, vous pouvez choisir ce système-là pour quand même savoir les différents équipements qu'il faut utiliser pour pouvoir utiliser votre l'énergie que vous produisez et vendre le surplus, voilà, à une compagnie à laquelle vous allez vous abonner, bien sûr. Voilà. Quand nous prenons le système isolé avec batterie, c'est généralement ce qui est, c'est précisément notre cas où
nous voulons juste installer un système solaire pour un restaurant qui va juste l'utiliser comme source d'énergie, voilà, afin de satisfaire ces différents besoins. Donc, isolé avec batterie. Pompage, quand nous parlons de pompage, nous avons le pompage solaire. Ça, c'est pour quand même pomper de l'eau avec du soleil et tout ce qui accompagne. Et puis, nous avons aussi les réseaux CC et autres. Donc, dans notre cas, nous allons choisir isoler avec batterie. Voilà. Quand nous cliquons sur isoler avec batterie, voici la fenêtre qui s'ouvre. Donc, et ici, ce sont des projets qui étaient déjà faits avec le logiciel. Donc, dans notre cas, puisque c'est un nouveau projet, nous allons venir au niveau de projet. Nous voyons l'icône de créer un nouveau projet et puis nous le mettons là. Donc, nom du fichier, je mets rapidement restaurant. Voilà. Restaurant et projet. Projet. Restaurant. Voilà. Donc, nous avons déjà renseigné le nom du fichier et le nom du projet. Après, nous avons le fichier site qui est le fichier qui comporte les données météorologiques de notre zone, de notre ville. C'est-à-dire là, nous voulons faire l'implantation. Et dans notre cas précis, nous sommes au Bénin, précisément dans une ville appelée Abomey. Donc, pour ce faire, nous allons cliquer sur l'icône de choisir un site qui est juste là, afin de voir si notre ville est présente dans la base de données que nous propose le logiciel PV6, bien entendu. Donc, nous cliquons sur l'icône de recherche qui est juste à droite là. Voilà, je clique sur l'icône. Je laisse charger. Voilà, et je regarde. Donc, notre ville, c'est Abomey. Voilà, et c'est en Afrique. Donc, je m'assure que Afrique est bien coché. Vous cochez conformément à votre lieu d'habitation, votre région d'habitation. Ici, vous avez les villes. Ici, vous avez les pays. Voilà, vous avez les sources de données qui sont juste là. Donc, dans notre cas, Abomey, je suis dans A. Vous voyez, il n'y a pas Abomey ici. Donc, nous serons obligés d'aller créer un nouveau site que nous allons renommer nous-mêmes Abomey, compte tenu de ce que nous voulons. Bien sûr, en partant des coordonnées géographiques de ce lieu, de cette ville. Voilà. Et dans votre cas, si vous avez votre ville qui est déjà présente ici, vous cliquez simplement OK et puis le fichier est importé. Donc, dans notre cas, puisque le fichier n'est pas là, donc on annule. Maintenant, une fois qu'on annule, on va venir au niveau de New Set. Vous cliquez sur l'icône. Je clique sur l'icône. Voilà. Quand nous cliquons sur l'icône, voici la fenêtre qui nous est générée avec principalement 3 onglets. Nous avons coordonnées géographiques, météo mensuelle et cartes interactives. Voilà. Et nous allons commencer à partir avec les coordonnées géographiques. Vous avez le lieu. Ici, on demande le nom du site, le pays, la région et dans la deuxième partie, les vraies données nous sont demandées. Nous allons commencer par la première partie. Je renseigne d'abord, je mets d'abord le nom du site. Je mets le nom du site, donc je mets Abomey. Abomey. La région, bien entendu, c'est l'Afrique. Le pays, c'est le Bénin. Je déroule jusqu'à ce que le nom Bénin apparaisse et je le sélectionne. Donc, j'ai Bénin là et je sélectionne. Nous avons fini de remplir les informations concernant le lieu. Avant de remplir les coordonnées géographiques, il faut faire attention à ce qui est écrit dans la parenthèse devant. Il est dit plus égale nord et moins égale hémisphère sud. Si je suppose que votre ville est dans l'hémisphère nord, alors vous mettez un signe plus avant d'écrire le nombre le nombre décimal. Et lorsque votre ville se trouve dans l'hémisphère sud, vous mettez un moins avant d'écrire le nombre. Et c'est valable aussi pour la longitude. Lorsque c'est l'est, il faut un signe plus d'abord, et lorsque c'est l'ouest, il faut un signe moins. Dans notre cas, la latitude de Abomey, c'est
7,1836. Voilà, et c'est nord, donc le signe plus est là. Et la longitude, c'est 1,9889. Ça, c'est l'est, donc le signe plus est là. Je n'ai pas à me gêner pour ça. L'altitude, c'est 229 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le fuseau horaire, c'est plus 1. Voilà. Nous avons fini de renseigner les différentes valeurs concernant les coordonnées géographiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'assurer qu'ici, Météonome 7.2 est coché. Voilà, ça c'est juste la source d'importation des données météorologiques. Météonome 7.2 est déjà incorporé dans le logiciel PV6. C'est dans le logiciel PV6, notre version précisément. Donc, quand nous allons importer les valeurs sont importées conformément à ce logiciel. Il y a aussi d'autres sources PV6, Tiny et NASA. Dans notre cas, nous laissons le Météonome 7.2 et nous cliquons sur importer afin d'importer les différentes valeurs. Voilà, c'est fait. Les données sont importées. Ce sont des données mensuelles qui sont importées. Les radiations globales horizontales, les radiations diffuses, voilà, diffuses horizontales, les températures, vitesse et autres. Donc, je peux changer l'unité kilowattheure par mètre carré par jour. Voilà, pour que vous voyez à peu près les valeurs d'irradiation en kilowattheure par mètre carré par jour. En janvier, par exemple, c'est 4,69. Voilà, en février et ainsi de suite. Quand nous prenons aussi les radiations diffuses, voilà, nous avons les différentes valeurs là, les températures, puis vitesse de vent et autres. Donc, tout est déjà importé et nous mettons, avant de mettre OK, ici, quand nous parlons de la carte interactive, c'est juste une carte qui permet d'importer aussi directement les données météorologiques à partir de PVGIS. Donc là, vous renseignez juste les coordonnées géographiques aussi de votre lieu et puis les données sont importées. Dans tous les cas, les données sont importées. Donc, une fois les données sont importées, je mets OK. Donc, il nous est demandé d'enregistrer, c'est-à-dire de sauver. Donc, je save. On dit le fichier du site géographique Aboumé est maintenant sauvé dans la base de données. D'accord? OK. Voilà. Et on continue, le logiciel continue et synthétique hourly meteo file has also been generated. Do you want to save it? Oui. Nous enregistrons et puis nous enregistrons toujours. Voilà. Et nous constatons que le fichier site est déjà importé. C'est ça qui est là. Et en même temps, un fichier météo a été généré. Voilà. Dans votre cas, si le fichier météo n'est pas généré, il suffit simplement de sauver le projet et un fichier météo sera directement enregistré en fait. Voilà. Après tout, il faut quand même enregistrer. Donc, j'enregistre. Voilà. Bon, avant ça, je vais lire d'abord la notification qui est juste là. Select météo file. Voilà. Please save the project. Donc, on nous invite à enregistrer. Donc, j'enregistre. Restaurant, tout est là. Projet restaurant. Et je sauve. Juste après avoir sauvé, une autre notification est rouge de orientation is not defined pour dire qu'on n'a pas encore défini l'orientation de nos différents panneaux. Avant d'y aller, nous allons entrer dans paramètres du projet afin de renseigner les grands paramètres. Ici, nous avons principalement albedo, design, condition, order limitation et préférence. Donc, nous commençons par l'albédo. L'albédo, en fait, c'est juste une valeur qui indique le pouvoir réfléchissant d'une surface. Et précisément dans notre cas ici, ça exprime la quantité d'irradiation qui est réfléchie. Voilà. Ou du moins la quantité d'irradiation réfléchie qui parvient au niveau de notre panneau. Sa valeur dépend au fait de sa valeur varie en réalité selon le milieu de vie, selon les
les réalités du milieu où l'implantation sera faite. Ici, par exemple, en situation urbaine, on est entre 0,14 et 0,22. Lorsqu'il y a des herbes fraîches, là où l'installation sera faite, on est entre 0,15 et 0,25. Voilà, nous allons laisser la valeur par défaut qui est de 0,2. Voilà, nous sommes en situation urbaine, donc on peut laisser cette valeur 0,2 par défaut. Donc, nous passons ensuite au design condition. Ici, c'est généralement pour renseigner les températures, voilà, les températures de référence qui seront utilisées pour assurer la sécurité du régulateur MPPT qui sera utilisé lors de notre dimensionnement, voilà, ou bien lors de l'installation. Et ici, nous avons principalement 4 températures de référence. Nous avons lower temperature for absolute voltage limit qui est par défaut de moins 10 degrés Celsius. C'est juste la température inférieure que les cellules peuvent avoir sur votre site. Et généralement, il faut renseigner une valeur qu'on n'atteint pratiquement pas, car c'est cette valeur utilisée afin de savoir la tension maximale que pourra délivrer votre champ, voilà, pour quand même savoir comment dimensionner le régulateur MPPT. Donc ici c'est moins 10, je remplace, je mets 15 là, voilà. Après, Winter Operating Temperature for VMPP Mass Design. Cette température, c'est beaucoup plus on peut dire la température d'utilisation lorsqu'on est en hiver. Voilà, donc généralement lorsqu'il fait très frais, voilà, quelle est la température couramment, quelle est la température courante. Donc je peux mettre 18, voilà, je peux mettre 18. Et après ça, nous avons Usual Operating Temperature under 1000 watts par mètre. Ça, c'est une température qui n'est généralement pas utilisée, qui n'est pas prise en compte pour les différentes simulations. Donc, tu peux mettre, la valeur par défaut, c'est de 50. Je peux mettre peut-être 45, par exemple. Voilà. Et la dernière température, Summer Operating Temperature for VMPP Min Design. Ça, c'est la température maximale des cellules en fonctionnement. Voilà, afin de savoir le minimum de la tension de puissance maximale, c'est-à-dire le VMPP min. Donc ici, je peux mettre peut-être 50. Voilà, je mets 50. Donc, une fois que ces différentes valeurs sont insérées, nous verrons au niveau de Other Design Parameters, Array Maximum Voltage, l'IEC, qui est un organisme de certification, usually 1000 volts. Ça, c'est la tension maximale qu'il ne faut pas soumettre aux bornes d'un panneau. Voilà, on peut laisser les autres valeurs par défaut. Nous continuons. Other Limitation, Discriminating Orientation, Difference between shading plan. Voilà, on peut laisser ces différentes valeurs par défaut. Ou si vous voulez lire à chaque fois, la documentation est là. Et c'est ça qui est indiqué par le point d'interrogation. Je clique, vous allez voir. Voilà, quand vous cliquez, vous avez les différentes informations à propos du paramètre dont il s'agit. Donc, dans mon cas, je peux réduire et nous continuons. Préférence, ici, Project Site Météo Default Maximum Search Area. Ici, c'est la distance maximale sur laquelle la recherche des fichiers météo sera faite. Donc, par défaut, c'est 10 km. Donc, on peut laisser 10 km par défaut et nous mettons OK. Voilà. Donc, nous venons de finir avec les paramètres globaux du projet. Voilà. Et the setting has been modified. Please save the project. Donc, le logiciel nous recommande d'enregistrer ce que nous venons de faire. Nous enregistrons. Une nouvelle notification de orientation is not defined. Voilà. Et là, nous allons entrer dans le vif du projet où nous avons les paramètres d'entrée
que sont les paramètres principaux et les paramètres optionnels. Nous avons la simulation et puis nous avons cette case qui va nous présenter genre un bilan, qui va nous présenter un bilan, c'est-à-dire les résultats de notre système et tout. Donc, nous allons remplir d'abord les paramètres principaux, voilà, et les paramètres optionnels, eux sont, on peut ne pas les remplir forcément, mais les paramètres principaux sont vraiment très importants. Donc, nous commençons par l'orientation. Nous verrons alors au niveau de l'orientation, le type de champ, ici, plan incliné fixe, voilà, c'est notre cas, puisque ce ne sont pas des trackers solaires, donc on s'assure que plan incliné fixe soit là. Inclinaison plan aboumé, c'est au Bénin et il faut une inclinaison de 15, voilà, de 15, voilà, c'est ça qui est juste indiqué là, une inclinaison de 15 degrés du nord vers le sud, puisque le Bénin est dans l'hémisphère nord, donc il faut que les panneaux soient face à l'hémisphère sud. Donc vous avez le nord qui est au rouge et le sud qui est en noir. Donc les panneaux sont inclinés de 15 degrés en se regardant vers l'hémisphère sud. Donc l'azimut c'est de 0. Voilà, nous sommes plein sud. Ce soit plein sud, c'est ça qui est indiqué là. Vous voyez, les panneaux sont là. Vous avez le nord, le sud, l'est, l'ouest. Les panneaux sont là. Ils font face à l'hémisphère sud. Donc, si nous agissons sur les différentes valeurs, ces valeurs qui sont là, voilà, on peut ne pas forcément être optimal en matière d'inclinaison et d'azimut. Donc, parlant d'optimisation, il nous est proposé ici optimisation par rapport à l'irradiation annuelle, à l'été ou à l'hiver. Dans notre cas précis, nous allons faire une optimisation par rapport à l'irradiation annuelle. Donc, on veut que l'irradiation soit optimale durant toute l'année. Et vous avez là météo incident annuel, j'y arrive. Voilà, facteur de transposition. Le facteur de transposition, c'est juste le rapport entre l'irradiation qui parvient au panneau lorsque le panneau est plat, voilà, et pas l'irradiation qui vient au niveau du panneau lorsque le panneau est incliné. Donc, ça permet en fait de quantifier ce que nous perdons ou ce que nous gagnons en inclinant le panneau. Donc, vous êtes d'accord avec moi que lorsque le facteur est supérieur à 1, voilà, là, on est gagnant, mais lorsque c'est inférieur à 1, on est perdant. Ici, perte par rapport à l'optimum, 0. Et global sur plan capteur, ça c'est l'irradiation que reçoivent les capteurs en une année. Ça aussi c'est mis là. Donc, par rapport à l'optimal, vous pouvez voir l'optimisation ici. Vous voyez que les points sont visibles. Lorsque l'inclinaison, l'azimut n'est plus optimale, ces points ne sont pas forcément visibles et nous avons assez de pertes. Voilà. Nous allons changer peut-être les paramètres et voir. Je mets ici par exemple 40. Voilà, quand on met 40, vous appuyez. Pour regarder ici, le facteur de transposition a changé. C'est déjà inférieur, c'est inférieur à 1. Voilà, là, on est perdant. Et il y a aussi de grandes pertes par rapport à l'optimum. Et puis, le global sur capteur plein aussi, ça a diminué, c'était 1700 et quelques. Voilà, donc, de même, quand on change aussi l'azimut, ça peut changer tout. Donc, je mets la bonne valeur et nous continuons. Donc, voilà, l'optimisation, tout est optimisé. Donc, je mets OK et nous continuons. Après, user needs not defined pour dire qu'on n'a pas encore défini les besoins de l'utilisateur. Donc, je viens au niveau de besoins utilisateurs. Voilà. Nous avons là les consommations, hourly distribution. Voilà. Et nous avons consumption definition by. Voilà. Et nous avons ces différents paramètres qui sont là. Donc, ici, au niveau de la consommation qui est définie par, on va définir la consommation par année. Là, on suppose que la consommation est uniforme durant toute une année. Donc,
selon votre choix, vous pouvez définir les consommations par saison. Vous voyez, vous êtes là, vous mettez saison et les saisons vous sont proposées en été, en automne, en hiver, voilà. Et suivant les saisons, vous pouvez définir, voilà. Bon, là, on n'a pas défini. Donc, sommet, vous définissez les différentes consommations. Vous pouvez aussi le faire par mois. En janvier, voilà, vous définissez la consommation de votre client, voilà. En février aussi, vous faites de même et ainsi de suite. Dans notre cas, nous restons sur l'année. Donc, nous allons rapidement voir la consommation du restaurant en question. Donc, voilà, on a ça. Donc, nous avons ça. Nous avons T-Lamp. Donc, nous allons commencer en même temps. Nous allons T-Lamp de puissance unitaire 10 watts et qui fonctionne en 12 heures pendant la journée. Voilà. Ensuite, nous avons deux télévisions de puissance unitaire 45 watts fonctionnant également en 12 heures pendant la journée. Nous avons une table de mixage. Donc, je vais rapidement renommer table de mixage, voilà, de puissance 280 watts qui fonctionne en 6 heures par jour. Voilà, nous avons deux frigos de puissance 150 watts. Voilà, et ici la particularité d'ici, c'est que la puissance est en kilowattheure par jour. Donc, il s'agit au fait de l'énergie. Nous avons deux frigos de 150 watts. Un frigo à 150 watts et fonctionne pendant 17 heures dans la journée. Donc, 150 fois 17 heures, ça fait déjà 2,55 kWh voilà, par jour. Et c'est en 17 heures de consommation. Voilà. Après, nous avons alors prise et autres. Nous avons prise et autres. La puissance est estimée à 30 watts et la durée de fonctionnement à 3 heures par jour. Voilà. Donc, juste après avoir mis les différentes consommations, il y a des notifications qui sont en rouge. Specify hour, juste pour nous demander de spécifier l'heure de la journée pendant laquelle ces utilisations seront faites. Donc, nous venons simplement au niveau de hourly distribution, voilà, pour mettre les différentes valeurs, les consommations. Donc, ici les lampes, je suppose que les lampes fonctionnent de 18 heures. Il suffit simplement de maintenir le clic gauche, voilà, et de glisser pour remplir. Donc, voilà, de 18 heures à 6 heures, qui fait exactement les 12 heures. Pour décocher, simplement, il suffit d'appuyer sur votre clic droit, voilà, et puis c'est joué. Donc, nous avons les 12 heures. Mobile télévision, je suppose que les télévisions sont allumées de 18 heures à disons à 0 heure d'une part, ça fait 6 heures. Là, j'ai 11 heures à 12 heures. Voilà, j'ai 13 heures, 14 heures. Donc, je peux jusqu'à 15 heures. 15 heures. Ça nous reste 2 heures. Donc, voilà, je mets de 6 heures à 8 heures. Voilà. Table de message. Donc, je mets de 18 heures à 0 heure, qui fait exactement les 6 heures. Prise et haute. Là, je décoche. Je décoche ce qui est là. Je décoche. Donc, je peux supposer de 18 heures, de 19 heures à 22 heures.
Voilà, 18h, 19h, 20h, 21h et 22h. Donc, au niveau du frigo, c'est 17 heures de consommation par jour. Donc, je vais décocher. Je décoche là, là, de manière à avoir les 17 heures. Voilà. Je décoche là, je décoche. Je décoche. J'ai 18 heures. Voilà, je peux aussi décocher là et là. Et là. Donc, j'en ai fini avec voilà la définition de la distribution de l'heure. Donc, vous avez ici le profil horaire d'une journée. Dans une journée, vous avez à peu près ce que vous consommez. Voilà. Suivant, bien sûr, les heures de la journée. La plus grande consommation est faite de 18h à 24h, voilà, et ainsi de suite. Donc, nous validons, nous mettons OK. Et puis, nous continuons. Donc, une fois que c'est fait, on doit avoir OK, OK, OK de tous les côtés. Mais apparemment, il y a un petit souci là. Voilà, c'est réglé. Voilà, c'est réglé. Donc, nous avons OK, OK, OK partout. Donc, voilà. Et une fois c'est fait, nous avons la possibilité d'enregistrer cette consommation pour des usages futurs. Voilà, là, quand on revient dans PV6 autrefois, on peut juste charger ces différentes consommations. Donc, il suffit simplement d'appuyer sur Save. Voilà, ça vous propose le nom, vous mettez le nom. Et ici, je peux essayer, je mets Resto Abomey. Voilà, Resto Abomey, voilà. Et vous enregistrez, c'est tout. Vous pouvez voir cette consommation en faisant juste load. Quand vous faites load, vous avez là Resto Abomey. Donc voilà, vous pouvez chez vous-même, vous cliquez sur ça, vous cliquez sur ce restaurant Abomey, vous pouvez monter OK. Donc la consommation est là et ça ne varie pas. Une fois que c'est fait, nous mettons OK. Avant de mettre OK, le logiciel nous propose une consommation de veille qui est de 1 watt, voilà, et en 24 heures, ce qui nous donne 24 watts, voilà, et l'énergie totale consommée en une journée est de 9174 watts par jour, voilà, et dans un mois, ça nous fait 275,2 kWh. Voilà, le calcul est bien fait. Donc, je mets OK et nous continuons. Quand nous mettons OK, une autre notification apparaît et nous dit de définir le système. Donc, nous allons venir au niveau du système, c'est-à-dire la partie où les différents choix seront faits. Donc, nous cliquons sur Système. Nous laissons charger. Voici alors la page qui se charge et nous avons déjà les différentes valeurs, les différents paramètres. Nous allons aller pas à pas. Nous avons principalement quatre onglets. Voilà. Avant tout, il faut comprendre le schéma simplifié. Voilà, c'est-à-dire la configuration typique d'un système isolé. Donc, c'est sur ce modèle que PV6 se base pour nous faire les différents choix, pour nous proposer les choix à faire. Donc, nous avons le champ solaire qui est ici et qui débite au niveau du régulateur, c'est-à-dire l'onduleur hybride. Vous avez le générateur secours, c'est-à-dire le backup. Et nous avons ici le pack de batterie. Et là, nous avons les besoins de l'utilisateur. Donc, comme source, nous avons principalement deux. Nous avons le champ PV, nous avons un générateur secours qui va prendre le relais lorsque le champ solaire et la batterie ne vont pas couvrir les besoins de l'utilisateur. Donc, il est important de maîtriser ce schéma. Donc, nous venons au niveau du premier onglet, c'est-à-dire le stockage. Voilà. Et avant de remplir cet onglet, vous avez en haut ici les différents paramètres, les paramètres globaux. Voilà.
la tension de la batterie et de notre système est déjà suggérée, c'est 48 volts. Donc, compte tenu de la consommation et des différents récepteurs qu'on a, le logiciel nous a proposé un système de 48 volts et nous a aussi proposé nous a conseillé une capacité de batterie de 899 ampères, puissance de 2899 watts crête. Donc, tout ça a été fait en se basant sur ces différentes valeurs qui sont là, c'est-à-dire une autonomie de 4 jours, alors que nous supposons une autonomie de 2 jours. Voilà, 2 jours c'est bon. Et besoin journalier moyen définit la PLOL acceptable. Les 5% représentent au fait la perte de charge, voilà, c'est-à-dire la fraction du temps pendant lequel nous allons, le système ne va pas arriver à couvrir les besoins de l'utilisateur. Donc nous avons 5% qui est là par défaut, nous laissons. Et à chaque fois que nous agissons ici, les valeurs qui sont là aussi sont en train de changer. Voilà. Et ici, plus ça augmente ici, et plus la puissance concernée diminue. Donc nous laissons la valeur par défaut qui est de 5%. Voilà. Donc, nous avons déjà la capacité de la batterie qui est de 450 ampères. Donc, nous allons faire le choix de la batterie. Voilà. Donc, vous pouvez choisir toutes les technologies afin d'avoir toutes les technologies disponibles. Donc, je mets tous les fabricants. Voilà. Et ici, je peux mettre les batteries au plan acide. Donc, je veux les batteries au plan acide. Donc, on me demande déjà de choisir le modèle de la batterie. Donc, je viens juste là et faire le choix. Je choisis les batteries Shell 12 volts et voilà, j'ai une capacité de 450 ampères. Donc, je choisis des batteries de 150 ampères heure. Voilà, je déroule. Voilà, toujours 150 ampères. Donc, je fais le choix. Donc, une fois le choix est fait, le système nous propose en même temps le nombre de batteries qu'il faut. Donc, il faut alors 4 batteries en série. Voilà, et celle de 4 batteries en série, il en faut 3 en parallèle. Donc, au total, nous avons 12 batteries de 450, enfin, 12 batteries de 150 ampères heure à utiliser. Si vous voulez, vous pouvez voir les différents paramètres de la batterie. Vous cliquez sur ouvrir. Vous avez le nombre d'éléments 6, la tension nominale qui est de 12 volts, la capacité AC10, voilà, c'est-à-dire 10 heures, 150 ampères. Donc, chaque batterie pourra fournir 15 ampères en 10 heures. Voilà. La résistance interne, la température de référence et l'efficacité coulombienne. Donc, l'énergie qui est stockée à 80% de profondeur de décharge, c'est 1,65 kW. Voilà, vous avez aussi l'énergie qui est stockée, l'énergie totale, c'est-à-dire quand on prend 1000 cycles, voilà, vous avez l'énergie spécifique, 32 watts heure par kilogramme, et ainsi de suite. Vous pouvez voir aussi les paramètres détaillés, c'est-à-dire la tension lorsqu'on est à 50% de l'état de charge, voilà, le coefficient de température, donc la perte en tension lorsqu'on augmente d'1 degré Celsius à partir d'une température de référence qui est généralement de 25. Voilà, vous avez les graphiques que vous pouvez faire varier, voilà, les différentes tensions en fonction du temps, voilà, en fonction de la profondeur de décharge et autres. Ça, c'est pour les données, pour ceux qui veulent des valeurs très pointues, qui veulent des études très pointues, voilà, qui veulent bien comprendre. Donc, vous pouvez potasser, vous pouvez chercher un peu ici. Vous avez là les dimensions et la technologie. Les dimensions sont là, et puis les données commerciales que nous n'allons pas encore ajouter pour le moment. Donc, je mets annuler et c'est déjà là. Il faut aussi noter par ailleurs que vous avez la capacité de faire varier le nombre de batteries. Voilà. Voilà.
pouvez voir par exemple, vous pouvez choisir 4 et à chaque fois vous avez la capacité qui vous est calculée ici. Donc voilà, mais quand vous cochez, là vous revenez aux valeurs que vous propose le logiciel. Donc si je suppose que vous n'êtes pas d'accord, que vous voulez surestimer ou sous-estimer, là vous pouvez augmenter ou diminuer. Donc nous continuons. Une notification nous est donnée de choisir le module PV. Et pour cela, nous irons au niveau du second onglet, le champ PV. Voilà, le champ PV. Là, nous avons là la puissance qui nous est conseillée, qui est de 3055 watts crête. Nous allons ici faire le choix des différents des panneaux. Voilà, je m'assure que tous les modules soient cochés. Vous pouvez aussi choisir en fonction de vos besoins, favoris, disponibles et autres. Voilà, moi je mets tous les panneaux. Ici aussi, vous avez un large gamme pour voir les différents types de panneaux que nous avons. Voilà les marques. Donc, je peux choisir BP Solar par exemple. Je choisis BP Solar. Les panneaux qu'on voit généralement. Donc, j'ai là BP. Donc là, j'ai BP Solar que j'ai déjà choisi. Alors, je peux choisir d'utiliser des panneaux de 300 watts crête. Voilà. Est-ce qu'il y en a? Ici, la plus grande disponible, c'est de 230. Voilà, donc je vais choisir autre. Je peux choisir voilà, Acitec. Faire un autre choix. Compte tenu de ce que je veux. Je choisis alors Acitec USA. Donc là, voilà, j'ai des panneaux de 300, de 330, 310, j'ai 300. Voilà, j'ai des panneaux de 300 watts crête. Donc, à chaque fois, je peux voir les informations sur ce panneau. C'est très important. Vous avez la température, vous avez les radiations, la température de référence. Vous avez l'intensité de court-circuit qui est de 8,71. Nous voyons aussi le coefficient de température qui est de 3,5 mA par degré Celsius. Vous avez la tension de circuit ouvert 45,48 et la tension de puissance maximale. Donc, il est quand même important d'avoir une idée de ces différentes valeurs. Voilà, pour quand même faire des constats sur le terrain et aussi avoir quand même un certain nombre d'expériences afin de savoir voilà, les intensités et les tensions qu'ont les panneaux de ce genre en fait. Donc voilà, vous avez ici le modèle interne, les résultats du modèle interne. Donc pour une température de 25 degrés Celsius, vous pouvez modifier, voilà, et voir. Les données changent en fonction de ces différentes températures. Donc je remets 25 degrés là. Donc vous avez les dimensions. Voilà, c'est quand même un panneau assez grand, 1,9 mètres sur 6,99. Voilà, la surface est là. Cellules, vous avez 112 cellules en série et puis en parallèle vous avez un. Donc ce sont des panneaux de 112 cellules. Tension maximale c'est 1000 volts. Voilà, paramètres du modèle, vous avez là la courbe, les différents graphiques qui montrent les variations de l'intensité en fonction de la tension, voilà, de la puissance en fonction de la tension et autres. Donc vous pouvez l'étudier et voir pour ceux qui le veulent. Vous avez aussi des données additionnelles. Vous avez l'absorptivité, c'est-à-dire le coefficient d'absorption, voilà, pour température. Vous avez 3 joint bypass, voilà, et autres commerciales. Voilà, nous n'allons pas renseigner ces valeurs pour le moment. Graphiques, vous avez aussi des différents graphiques qui quand même rendent compte de l'évolution, de la variation des différentes grandeurs les unes en fonction des autres. Donc
Voilà, je mets OK et puis nous continuons. Voilà. Comme au niveau de la batterie, le nombre de panneaux nous est déjà généré. Donc, il faut au fait 2 panneaux en série et il faut 5 chaînes de ces 2 panneaux en série. Donc, voilà, vous allez constater ici, il est mis de entre 5 et 7. Donc, vous avez la possibilité de faire varier le nombre de chaînes entre 5 et 7. Donc, ce qui va vous permettre de savoir ce qu'il faut. Il faut à chaque fois regarder la puissance nominale. Ici, nous avons besoin de 3055 watts crête. Voilà. Avec les 5 chaînes, nous obtenons une puissance de 3 kW crête, c'est-à-dire 3000 et quelques watts crête. Donc, quand nous varions, par exemple, nous allons à 6, on se retrouve à la puissance nominale qui est de 3,6 kW crête. Voilà. Donc là, c'est décoché. Donc quand on coche, ça revient à la valeur que nous propose, que nous suggère le logiciel PV6. Donc je laisse la valeur qui est là. Quand je laisse la valeur qui est là, vous avez les différentes conditions de fonctionnement ici. Vous avez la tension de puissance maximale, les différentes tensions de puissance maximale en fonction des températures de référence qui avaient été déjà renseignées au début de cette vidéo. Voilà, vous avez aussi le VOC et autres, vous avez les différentes valeurs qu'il faut. Une notification est encore là. Please choose the controller model or the operating mode for universal controller. Donc, le logiciel nous demande de choisir le contrôleur. Pour cela, nous allons juste au niveau de l'onglet ou bien du sous-onglet, choisissez le mode de régulation et le régulateur. Donc ici, nous avons régulateur universel. Donc, je mets convertisseur MPPT. Donc, le logiciel nous propose un convertisseur MPPT de 1000 watts, voilà, de 48 volts, voilà, avec une tension maximale de 69 ampères, voilà, tension maximale de charge. Donc, nous allons ouvrir pour voir les différentes valeurs, les différents paramètres de notre régulateur de contrôle convertisseur MPPT. Voilà. Nous avons courant de charge maximale 68,9 ampères, courant de décharge maximale 7,7 ampères. Voilà. Courant génératrice maximale 7,7. Ça, c'est le courant que va fournir, courant maximal que va fournir le générateur d'appoint, c'est-à-dire le backup. Voilà, la puissance nominale du convertisseur, c'est de 2400 watts et autres. Voilà, vous avez les seuils. Donc, vous avez les différents seuils qui sont là. Vous avez les informations sur le convertisseur MPPT, la tension MPP minimale, c'est de 50 volts. Voilà. Et la tension MPP maximale, c'est de 85 volts. Voilà. Donc, il faut faire attention. Le logiciel est fait de manière à ce que le choix soit fait de telle sorte que la tension MPP maximale soit quand même supérieure ou égale au VMP qui sont là. Voilà. Ici, nous avons 66 et 76, donc ça marche. Vous avez ici la tension maximale de champ qui est de 99 volts. Ici, donc même lorsque la température est très basse, donc nous avons la plus grande VOC possible. Donc nous nous retrouvons à une valeur de 94 volts qui est bien sûr inférieure à 99. Donc voilà, avec ces différentes valeurs, tension nominale 48 et courant de sortie nominale 50 ampères. Voilà, vous avez le profil d'efficacité. Donc ici, vous voyez, plus on injecte de puissance et plus l'efficacité grimpe. Vous pouvez quand même changer les différents graphes. Vous pouvez changer les différents graphes. Voilà. Donc, vous pouvez changer les unités et autres. Donc, voilà, vous pouvez naviguer et voir les différentes données. Donc, j'annule. Nous avons vu à peu près les caractéristiques de notre convertisseur MPPT. Voilà.
Ici aussi, la possibilité vous est donnée de choisir votre propre modèle de régulateur de convertisseur PPT. Pour cela, il suffit simplement de décocher. Voilà, quand vous décochez, vous avez la possibilité de faire vos choix. Voilà, faites vos choix. Et à chaque fois, il faut s'attendre, il faut faire les choix de manière à ce qu'il n'y ait pas de notification qui soit encore présente dans ces différentes cases. Donc, vous pouvez faire vos différents choix. Voilà, quand même, en se basant sur les tensions des tensions maximales d'entrée et autres. Donc, dans notre cas, nous allons travailler avec ce que le logiciel nous a proposé. Voilà, et bien sûr, nous sommes avec un convertisseur MPPT. Donc, voilà, les différents choix sont faits. Nous avons choisi la batterie, les batteries qu'il faut. Nous avons choisi les panneaux. Voilà, l'appoint. Nous, on n'a pas un générateur d'appoint, donc on laisse. Vous avez le schéma simplifié qu'on a déjà eu à voir. Donc, tout est rempli. Les différents choix qui s'imposent sont faits. Alors, nous mettons juste OK et nous continuons. Voilà. Donc, il nous est dit ici que nous sommes déjà prêts pour la simulation. Avant d'y aller, nous allons quand même enregistrer à chaque fois pour que les nouvelles modifications, les modifications apportées soient prises en compte. Voilà, nous passons ensuite au PET détaillé. Ça, c'est pour renseigner les différentes PET de notre système. Nous avons les paramètres thermiques. Voilà, il faut d'abord choisir valeur par défaut selon le montage. Donc, nous avons 3 types de montage. Capteur nu avec circulation d'air autour, semi-intégré avec lame d'air et intégré avec isolation arrière. Nous sommes dans le cas de semi-intégré avec lame d'air, puisque les panneaux auront un support, voilà, et quand même l'air va circuler autour. Donc, semi-intégré avec lame d'air. Et conformément à ce choix, voilà, le facteur de PET constant nous est choisi. Voilà, et quand même selon les modèles de PV6, voilà, vous avez eu effet UC plus UV fois la vitesse du vent et autres. Une fois cette valeur renseignée, nous venons au niveau des PET ohmiques, c'est-à-dire les PET qui ont rapport avec le câble. Donc, nous allons voilà, donc spécifier par les résistances de câblage global. Donc, nous allons voir les calculs détaillés. Voilà, nous avons vu ici les choix des sessions nous sont déjà faits par le logiciel. Ici, nous avons target drop, target voltage drop, donc chute de tension maximale. Nous sommes en 48 volts, je mets 0,48, voilà, c'est-à-dire 1%. Donc, vous avez à peu près ici le schéma de l'installation. Donc, vous avez la 5 string, voilà, qui débite vers une boîte de jonction, et puis la boîte de jonction débite au niveau de la batterie et autres. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de voir les câbles, la section de l'intensité maximale que peut supporter les câbles en fonction de leur section et autres. Voilà, nous avons nos câbles qui sont en cuve. La résistivité est là. Donc, nous mettons OK et nous continuons notre travail. Nous venons au niveau de paramètres. Ici, nous allons renseigner les longueurs des différents câbles. Average length, mètres par circuit. Voilà, au niveau des strings, je mets 4 mètres. 4. Voilà, et puis de la boîte de jonction vers la batterie, je peux mettre en moyenne 6 mètres. Voilà. Une fois que ces différentes valeurs sont renseignées, PV6 se charge de calculer les résistances et autres. Voilà. Vous avez la résistance globale ici. Vous avez les PET ohmiques. Voilà. La masse totale et puis donc le coût. Voilà, ce coût, on va en venir plus tard. Donc, nous pouvons mettre OK et nous passons ensuite à la qualité des modules.
Donc, les différentes PET qui sont ici sont beaucoup plus liées à la qualité du panneau. Voilà. PET d'efficacité de module, par défaut, c'est 3%. Voilà. On peut laisser cette PET. Donc, nous avons les PET lead, c'est-à-dire les PET light induced degradation. Ça, c'est beaucoup plus observable voilà, dans les premières heures d'exposition au soleil. Voilà. Donc, on peut choisir la valeur par défaut qui est de 2%. Les pertes de puissance au MPP, voilà, généralement, quand nous avons les panneaux, il arrive que d'autres soient bien éclairés et que d'autres ne le soient pas. Du coup, les points de puissance maximale ne sont plus forcément les mêmes, ce qui crée une perte mismatch. Voilà. Et aussi, vous avez aussi autre sorte de perte mismatch ici. Donc, on peut laisser les valeurs par défaut. Voilà. Et on continue. Donc, nous passons ensuite au perte par encrassement. Ça, c'est beaucoup plus dur, salissure. Donc, je vois la valeur par défaut, c'est de 3%. Dans notre cas, je prends 2%. Voilà. Le PET IAM, quand nous parlons de PET IAM, c'est beaucoup plus les radiales, voilà, l'inclinaison. Voilà, l'inclinaison. Et PV6 a choisi, a quand même, avec ces différents modèles, a pu établir une équation. Voilà. Et vous avez là un graphe. Donc, voilà, tout est déjà pris en compte. Et nous venons au niveau de la correction spectrale. C'est une correction aussi qui nous est proposée par PV6, toujours pour quand même améliorer, voilà, pour améliorer la simulation et pour permettre d'optimiser, d'avoir un système voilà, assez optimal. Voilà. Donc, on va cocher utiliser la correction spectrale et après avoir enseigné toutes ces PET, nous avons la possibilité de voir le graphe qui montre ces différentes PET. Voilà. Et je peux fermer, je mets OK et je continue. Donc, nous avons fini de renseigner les paramètres principaux. Au niveau des paramètres optionnels, nous avons l'horizon qui peut être fait avec le logiciel Météonome. Voilà, nous allons venir après les ombrages proches. Ça, c'est pour définir les ombrages, les arbres qui se trouvent aux alentours. Voilà. Donc, nous n'allons pas en faire cas actuellement. Donc, nous allons lancer la simulation pour voir le rapport de tout ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire voilà, le bilan de tout ce que nous venons de faire. Donc, après avoir enseigné les PET, j'enregistre toujours. Donc, prêt pour la simulation. Donc, je lance la simulation. Je laisse la case se remplir. Voilà, et je mets OK. On veut sauver. Nous sauvons. Save. C'est bon. Voilà. Là, nous avons d'abord, nous avons déjà les résultats principaux. Nous avons la position du système. Nous avons le productif. Nous avons l'indice de performance. Voilà, nous avons les pertes et nous avons les pertes qui sont liées au système et les pertes qui sont liées au champ. Donc, nous allons ouvrir le rapport. Voilà, nous laissons charger. Le rapport est là. On peut zoomer. Nous avons un rapport de 5 pages. Donc, voici la première page où nous avons les données de notre site. Voilà. Ici, nous avons la consommation domestique. Voilà, moyenne par jour. Ici, nous avons les caractéristiques des différents équipements qui sont utilisés, à savoir le capteur, c'est-à-dire le champ, voilà, les batteries, le régulateur, voilà, et tout. Donc, nous avons ici les PET, les différentes PET qui sont liées au module. Voilà. Nous continuons. Deuxième page. Nous avons toujours des informations. Là, nous avons la consommation annuelle. Donc, pour ça, nous avons les différents équipements qu'on a et les durées de fonctionnement. Nous avons aussi le profil horaire.
La troisième page nous propose voilà l'énergie disponible. Voilà, ça c'est beaucoup important. L'énergie disponible c'est de 3980 kWh par an. L'énergie qui est utilisée c'est de 3283 kWh par an. Donc on a un essai de 577 kWh par an. Voilà, l'indice de performance c'est de 63,63%. C'est déjà pas mal. La fraction solaire est là. L'énergie manquante est de 65 kWh par an. Voilà, c'est assez grossier. La durée de vie de batterie c'est de 10,9 ans. Donc voilà, vous avez ici un graphe qui montre à peu près comment ça se passe. Là, vous avez l'énergie qui est fournie à l'utilisateur. Et là, vous avez les différentes pertes. Vous avez ici les pertes, voilà, qui sont liées au champ PV. Et là, vous avez à chaque fois l'énergie inutilisée lorsque la batterie est pleine. On constate quand même qu'il y a pas mal de pertes qui sont liées au champ PV. Voilà, et nous avons aussi des énergies qui sont quand même qui ne sont pas utilisées, voilà, dû au fait que la batterie soit pleine. Et de l'autre côté, vous avez la fraction solaire et vous avez un résultat beaucoup plus global en bas, là. Voilà, ici vous avez les différentes informations selon le mois, c'est important. Et voilà, vous avez ici l'énergie manquante, vous avez ici l'énergie qui est fournie à l'utilisateur, voilà, et ici vous avez ici les besoins. Donc à chaque fois lorsque la fraction solaire est 1, c'est que les besoins de l'utilisateur ont été vraiment couverts, mais lorsque c'est inférieur, c'est que il y a eu quelques petits manques. Donc si je prends par exemple le mois de juin où la fraction solaire, voilà, et le Solfac qui est là, voilà, est de 0,97. Nous avons quand même les besoins de l'utilisateur s'élèvent à 275 alors que on a pu fournir, voilà, 267,4 à l'utilisateur. Donc il y a un manque de 7,81. Voilà, ici nous avons un manque de 22,83 et ainsi de suite. Donc voilà à peu près ce qu'il faut savoir. Donc, nous allons aller vers le 4. C'est aussi là que vous pouvez interpréter. Et vous avez la cinquième page qui montre à peu près, voilà, les différentes pertes, comment ça s'est dissipé. Voilà, vous avez de là, vous avez ces différentes pertes, La plus grosse perte ici, c'est quand même l'énergie inutilisée qui est due à la batterie pleine. Voilà, et vous avez ces différentes pertes aussi qui sont liées au convertisseur d'une part et d'autre part qui sont liées aussi au stockage et autres. Voilà. Donc de manière globale, le besoin d'énergie de l'utilisateur s'élève à 3349 kWh alors qu'on est arrivé à lui fournir que 3283 kWh. Donc il y a une énergie manquante de 65,7 kWh, voilà, soit un pourcentage de 1,95%. Donc voilà, parmi cette énergie qui a été fournie à l'utilisateur, voilà, 31,4% ont été fournis directement et 68,6% ont été fournis via le stockage d'énergie. Donc voilà, vous avez la possibilité de tirer, voilà, vous pouvez sauver le projet et l'enregistrer. Vous pouvez aussi, voilà, le tirer avec le print qui est là et ainsi de suite. Donc nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Le meilleur reste à venir. Et mettez vos différentes préoccupations en commentaire. Et voilà, et surtout, abonnez-vous afin de contribuer au développement de la chaîne et quand même d'être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont mises en ligne.